Bonsoir à tous, bonsoir à toutes et bienvenue dans ce cycle de webconférences mensuelles organisées par Landar, donc tout au long de l'année 2018. Nous commençons aujourd'hui par la première, donc qui va débuter l'année 2018, et la thématique c'est le microbiote dans les rhumatismes inflammatoires. J'espère que tout le monde est prêt. Nous allons faire une petite vérification technique avant le décollage. Alors, pour la vérification technique, il faut que l'on sache si le fonctionnement est bon, si vous nous entendez et si vous nous voyez aussi. Donc, sur l'écran de droite, pour communiquer avec nous, vous avez l'onglet questions. C'est le seul moyen que vous aurez pour communiquer avec nous. Donc, vous pouvez poser toutes vos questions et aussi nous faire part d'éventuels problèmes techniques. Eh bien, on va simplement commencer déjà par tester et si vous pouvez nous indiquer la ville dans laquelle vous vous trouvez pour qu'on fasse un petit tour de France aujourd'hui avant de commencer la conférence. Donc, n'hésitez pas à nous dire. Donc voilà, je vois Blois, Montpellier, Paris, Besançon, Toulouse, Paladru, etc., Bonneval. Donc je vois qu'il y a déjà beaucoup de monde. Vous êtes déjà nombreux. Il y a quasiment une centaine de personnes qui nous ont rejoints. Donc je vais maintenant passer la parole à l'animateur du jour, donc qui est Gérard Thibault, qui est le président de l'ANDA. À toi la parole. Oui, bonsoir à toutes et à tous. Ravi de participer à cette première web conférence. Les intervenants ce soir, on a le plaisir d'avoir le professeur Thierry Chaverbeck, qui est médecin rhumatologue et chef de service à l'hôpital Pellegrin à Bordeaux. Que de souvenirs en ce qui me concerne. Je n'irai pas plus loin. Donc moi-même, nous avons Pascal Lacoste, qui est chef du projet technique, donc il va nous gérer tout l'aspect logistique et nous savons que nous n'aurons aucun souci. Et nous avons Hervé Bactas, qui est directeur d'Edutera, partenaire pédagogique de Landar. Diapo suivante. Alors, nous allons parler ce soir de la santé au travers des microbiotes, mais moi je voudrais dire deux mots au sujet de la santé de Landar. Landar, on a fait un petit contrôle, elle est dynamique, elle est novatrice et elle va de l'avant. Et je suis très fier aujourd'hui de présider cette association. Pour illustrer ces termes-là, juste un petit mot très rapide sur nos 3 dernières actions. Le MOOC sur la polyarthrite rhumatoïde, le premier MOOC dont vous avez entendu parler, avec plus de 400 participants sur uniquement 2 sessions. Le MOOC, bien entendu, revient en 2018, va revenir très, très rapidement. Un deuxième point qui illustre également, c'est cette soirée-là, unique, puisqu'on est plus de 300 inscrits à cette première webconférence. Le thème est important, l'intervenant Thierry Chaverbeck également est important, ce qui nous permet d'obtenir ce score. Et enfin, le côté novateur, c'est également la slide que vous avez sous les yeux qui peut-être vous intrigue. C'est vrai que je suis un président ouvert à beaucoup de choses. Mais derrière ce calendrier, en fait, qui est le calendrier 2018, se cache quand même un sacré défi par rapport à l'image de soi. Et vous avez donc, mois par mois, 12 polyarthrites rhumatoïdes qui ont relevé le défi de se mettre à nu et de se présenter donc face à leur propre maladie. Donc, ça a été un travail d'équipe extrêmement important qui a changé les états d'esprit, qui restera un champ d'action, mais on en parlera ultérieurement pour 2018. Voilà ce que je voulais dire sur Landar. Maintenant, nous allons poursuivre et nous intéresser au sujet microbiote. Juste un point, voilà, il y aura un cycle de 12 conférences. Donc, chaque mois, vous aurez le plaisir d'avoir possibilité de suivre donc une webconférence. On le verra à la fin. La prochaine sera sur les biosimilaires avec le professeur René-Marc Philippot. Sans tarder, nous démarrons la conférence donc avec le professeur Thierry Chaverbeck qui va nous développer le microbiote dans les rhumatismes inflammatoires. Et on va commencer avec la première introduction sur le séquençage génomique et je lui passe la parole. Merci Gérard. Alors merci à vous tous d'être présents. Bonsoir. Tous mes voeux, puisqu'il est encore temps pour vous souhaiter une excellente année à Landar. On connaît le dynamisme de Landar et c'est un vrai plaisir pour moi que d'inaugurer ce cycle
Et alors surtout, je dis ça pour taquiner, donc surtout passer juste avant René Martino, ça me soulage énormément. Vous aurez un deuxième excellent, voire bien meilleur orateur, vous verrez. Alors ce premier sujet, c'est un sujet, j'espère que je saurai vous le rendre passionnant, c'est un vrai sujet d'intérêt, c'est un vrai sujet passionnant pour les scientifiques, passionnant pour les médecins que nous sommes, médecins rhumatologues, mais je suis certain passionnant pour vous, patients, parce qu'il remet en selle vous avez tout un tas de questions que se pose finalement tout le monde quand on développe une pathologie. C'est est-ce que dans mon mode de vie, il y a des choses qui interviennent, qui sont susceptibles d'intervenir, de favoriser la pathologie, au contraire d'aider son traitement. Et vous allez voir que, bien sûr, je n'apporterai pas toutes les réponses, mais il y a beaucoup de choses qui ont trait à ça. Alors, comment on est venu à travailler sur le microbiote? D'abord, il faut rappeler que les hypothèses du rôle de certaines infections dans la genèse d'une polyarthrite ou d'un rhumatisme inflammatoire au sens large, c'est des vieilles hypothèses, ça a été évoqué il y a plus de 100 ans maintenant. Ce qui est très nouveau, et pourquoi on parle de microbiote à l'heure actuelle, c'est qu'en fait, on a bénéficié d'un énorme progrès technique qui a été développé à l'occasion de cette grande campagne de séquençage du génome humain qui avait été, c'est Bill Clinton qui avait ouvert cette campagne il y a en 1990, et on avait réuni à peu près 350 laboratoires internationaux intéressés à la génétique pour essayer de décrypter en 10 ans le génome humain. Ça a été un défi absolument incroyable, et parmi ces 350 laboratoires, heureusement, il y avait un scientifique pour faciliter le travail, inventer un séquenceur automatique qui permettait de multiplier de façon incroyable la vitesse de séquençage et qui a permis de décrypter à lui tout seul et en quelques années ce qu'on avait confié au consortium international pour 10 ans. On va donc très schématiquement présenter cette technique. En fait, on prélève un extrait. Alors, par exemple, ici, vous voyez, c'est ce jeune enfant, un prélèvement de sel. On va récupérer l'ADN. Éventuellement, on le découpe en petits brins pour pouvoir faciliter sa lecture. On le met dans cet appareil incroyable qui arrive à séquencer en une nuit à peu près 200 000 fragments d'ADN. Et ensuite, on va avoir une lecture informatisée, si vous voulez, pour comparer ce qui a été lu à des bases de données et essayer de reconnaître telle ou telle variété de microbes. Et ça permet donc de lire en quelques heures le contenu total en ADN d'un milieu. Alors ces techniques, vous ne les connaissiez pas pour la lecture du microbiote, mais en fait, vous en entendez parler tout le temps à la télévision, si on va à la diapositive suivante. Voilà, c'est les techniques qui sont utilisées par les policiers pour identifier de l'ADN. Un criminel est censé être passé sur un lieu particulier, un lieu du crime. On va extraire de l'ADN et on va le comparer à des fichiers d'ADN de criminels potentiels. Voilà, donc ça, c'est ce que vous connaissez de la police scientifique. Et finalement, ce que font nos biologistes et nos microbiologistes, c'est exactement la même technique. Donc, cliché suivant. Alors, est-ce que ça a donné des découvertes incroyables? La première des découvertes, ça c'est fantastique, regardez ces chiffres. Il y a une quinzaine, une vingtaine d'années, on connaissait 2000 bactéries au monde. En fait, on connaissait les bactéries qu'on savait cultiver depuis l'époque de Pasteur, qu'on savait cultiver sur des boîtes de pétri. Aujourd'hui, grâce à ces techniques de séquençage, on connaît un peu plus de 15 000 bactéries. Mais à la vitesse à laquelle on découvre les nouvelles, toutes les prédictions vont vers des chiffres qui sont plutôt entre 100 et 150 000 bactéries. Alors bien sûr, il y en aura qui sont au fond des océans et qui nous concernent moins, mais ça laisse évidemment la porte ouverte à tout un tas d'explications pour des maladies dont on ne connaît pas bien la cause, et peut-être qu'en fait, on les considère ce qu'on appelle idiopathiques, hein, ce n'est pas la maladie qui est idiote, c'est le médecin et le scientifique. Peut-être qu'un certain nombre de bactéries sont responsables de maladies qu'aujourd'hui on considère comme des maladies inflammatoires. Il y a un cas qui est très connu pour les rhumatologues, c'est la maladie de Whipple, qui ressemble énormément à une variété de polyarthrite, et donc on sait maintenant parfaitement qu'elle est liée à un germe incultivable et que l'on a identifié par ces techniques de séquençage. Cliché suivant. Voilà, alors,
depuis qu'on a ces techniques, ben on a été chercher voilà, dans des prélèvements de bouche, la plaque dentaire, les crachats, les voies aériennes, l'intestin, des prélèvements de sel, la cavité vaginale chez la femme, des prélèvements de peau. On a étudié des microbiotes, donc des communautés microbiennes qui sont présentes dans un milieu donné, dans les selles, sur un prélèvement de peau, etc. Et quand on fait la somme de tout ça, on arrive à des chiffres absolument ahurissants. Pour chaque cellule à nous, donc ce qu'on appelle une cellule eucaryote, c'est la cellule humaine, si vous voulez, dans un organisme humain, eh bien, on héberge un peu plus de 1000 bactéries et un peu plus de 1000 virus et une bonne centaine de champignons. Alors ça, c'est des chiffres absolument ahurissants, c'est-à-dire qu'on est constitué, en fait, d'un ensemble qui comporte nos propres cellules, mais aussi toute une communauté microbienne qui ne nous est pas complètement étrangère, qu'on héberge en permanence. Et si vous voulez, c'est à l'origine, si on appuie encore sur la diapositive, c'est à l'origine d'une théorie qui a été développée, qui a fait cette très belle revue Nature, qui a été développée donc maintenant il y a une dizaine d'années, c'est qu'en fait, on ne peut pas considérer qu'un homme est uniquement issu de son propre génome, c'est-à-dire ses 26 chromosomes, mais c'est également tout ce que contient cette communauté microbienne qui l'héberge en permanence et qui enrichit énormément ses capacités. Le cliché suivant. Voilà, alors finalement, qu'est-ce que c'est qu'un microbiote? Cliché suivant, ben, ça va être extrêmement simple. C'est l'ensemble des micro-organismes, les bactéries, les champignons, les virus que l'on héberge en permanence et qui vivent à l'intérieur de nous, mais qui font partie de nous. Et en fait, on est ce qu'on appelle à l'heure actuelle des super-organismes qui comprennent nos propres cellules, mais également toute la communauté que l'on promène tous les jours avec nous, tous nos parasites d'une certaine façon. Alors le microbiote, ça c'est le nom scientifique. Vous savez que les médecins aiment employer des noms que personne ne comprend sauf eux. Et en fait, c'est ce qu'avant tout le monde appelait la flore, et c'est exactement la même chose. La flore intestinale, c'est le microbiote intestinal. Alors ce microbiote intestinal, regardez les chiffres, 10 puissance 14 bactéries, c'est-à-dire beaucoup, plus de 10 fois plus le nombre de cellules humaines, uniquement dans le digestif. Ça fait 1,2 kg, c'est énorme quand on considère la taille d'une bactérie. Ce microbiote, il va générer une interface avec le système immunitaire qui fait qu'à peu près 70 à 80% du système immunitaire est en permanence dans l'intestin face à cette communauté microbienne. Plus de 1000 espèces bactériennes différentes dans chacun de nos intestins, dans chacun de nos microbiotes, une énorme majorité de germes incultivables et donc qu'on ne connaissait pas jusqu'à il y a une dizaine d'années. Et regardez ces chiffres. Je vais vous décevoir et je vais vous faire peur. On a un génome, bien sûr, qui est bien plus important, qui est bien plus grand qu'un génome d'une bactérie. Mais la totalité de notre génome humain, c'est à peu près 25 000 gènes. C'est-à-dire presque autant qu'un ver de terre. Oui. Or, on fait a priori plus de choses qu'un ver de terre. Oui, c'est parce qu'on va utiliser le génome d'à côté, le génome de notre microbiote, qui, lui, si on met bout à bout tous les génomes des bactéries différentes qui composent notre microbiote, c'est 100 à 150 fois le nombre de gènes contenus dans le génome humain. Et donc, on a un deuxième génome qui est quantitativement le premier génome, qui est le génome du microbiote. Voilà, et avec, il y a beaucoup de choses qui sont partagées d'un sujet à l'autre, mais il y a beaucoup de choses aussi qui sont propres à chacun d'entre nous. Cliché suivant. Alors, comment se constitue ce microbiote? Ce microbiote, à la naissance, en priori, on a très peu de bactéries. Si on est par césarienne, par exemple, on héberge extrêmement peu de bactéries. Mais pour une naissance normale, le passage dans la filière génitale, le passage vaginal, va faire qu'on est très vite colonisé. Et puis ensuite, le bébé, il est nourri éventuellement par le lait maternel. Et le lait maternel, celles d'entre vous qui ont allaité savent que le lait des 3 premiers jours, qu'on appelle le colostrum, c'est un lait un peu particulier. Et en fait, il est doublement particulier. Parce que tout ce qu'on a appris, c'est qu'il transmet des anticorps à l'enfant. Eh bien, c'est faux. Il y a des anticorps, c'est pas complètement faux, mais il y a aussi autre chose. Pendant les 3 jours qui précèdent l'accouchement, une femme subit une bactériémie, c'est-à-dire le passage de bactéries dans le sang à partir du tube digestif, et ces bactéries vont coloniser la glande mammaire. Ces bactéries, vous les connaissez, Lactobacillus et Bifidus, les bactéries qu'on trouve dans les yaourts. Oui, c'est pas étonnant, c'est dans le lait. Et ces bactéries, elles passent du tube digestif à la glande mammaire,
et la glande mammaire les concentre. Et pendant les 3 premiers jours, le lait maternel, c'est en fait une énorme purée bactérienne qui est injectée à l'enfant. Il va coloniser son tube digestif. Ensuite, cette colonisation va s'enrichir progressivement et grossièrement, au bout de 18 mois, 2 ans, le microbiote est à peu près définitif. Il va s'enrichir un petit peu pendant la croissance et se maintenir à l'âge adulte pour s'affaisser et s'appauvrir chez le sujet âgé. Mais vous doutez bien que selon les conditions de naissance, si on est né par les voies naturelles, si on a été élevé au lait naturel ou si on a été accouché par césarienne et qu'on a été nourri par du lait artificiel, ben le microbiote il ne va pas se constituer du tout de la même façon. Et on sait que ça a des conséquences tardives. Cliché suivant. Et puis ensuite, il y a tout un tas de circonstances dans l'existence, ce qui va figurer sur la diapositive suivante si elle passe. Voilà. Il y a tout un tas de circonstances. Si vous voulez, si vous êtes né dans une communauté, je sais pas, à la campagne, avec entouré d'animaux, où le gosse il va marcher par terre, mettre les doigts dans la bouche avec des excréments d'animaux, tout ce que vous voulez, il va enrichir énormément son microbiote. Et on sait que ces enfants-là font par exemple beaucoup moins d'asthme que les enfants élevés beaucoup plus proprement en milieu citadin. Donc l'environnement, l'alimentation, le fait d'avoir été accouché par voie naturelle ou par césarienne, la génétique, la géographie, tout ça, ça va influer énormément sur le microbiote. Et schématiquement, ce qu'on peut dire, c'est que le microbiote d'un sujet occidental élevé en ville est bien plus pauvre que le microbiote de quelqu'un qui est élevé à la campagne, et notamment dans un pays peu développé, où il y a beaucoup moins de pression antibiotique, par exemple. Prendre voilà. les premières questions. Nous avons donc une question notamment qui nous vient par rapport à la notion des bactéries et de leur rôle, et en particulier leur rôle dans l'alimentation. Alors c'est peut-être anticiper un petit peu sur la suite. Que pouvez-vous nous dire à ce stade-là de ce que l'on connaît? Alors effectivement, c'est un tout petit peu anticipé sur la suite, mais ça n'a pas d'importance, on passera plus vite. En fait, si vous voulez, fondamentalement, nous sommes donc des mammifères, et les mammifères, ils ont tous l'habitude d'être parasités, entre guillemets, d'être occupés par un microbiote. Et donc, comme la nature est à la fois paresseuse et économe plutôt, on a finalement relativement peu d'enzymes pour digérer, contrairement à ce qu'on peut imaginer. Notamment, par exemple, pour digérer des sucres, on a un équipement d'une trentaine d'enzymes, là où des bactéries ont très souvent 200, 250, 300 gènes différents. Et si vous voulez, par exemple, quand on mange des céréales, quand on mange des légumes, schématiquement, vous savez très bien qu'il y a très peu de goût sucré naturel dans la nature. C'est parce que les sucres sont des sucres très organisés, en grosses chaînes. C'est du bois. On n'est pas fait pour manger du bois. Et donc, en fait, la caricature, ce sont les ruminants qui mangent qui mangent que de l'herbe. Ils ingurgitent de l'herbe, et puis vous savez qu'ensuite ils s'allongent, et puis ils ont une poche spéciale dans laquelle ils régurgitent, et dans lesquelles l'herbe fraîchement avalée va fermenter tranquillement, c'est-à-dire fermenter, être au contact de champignons et de microbes, qui la découpent en petits tronçons, en petits morceaux de sucre. Ensuite, ça repasse dans le tube digestif de la vache, qui, là, est l'équipement nécessaire cette fois pour manger des sucres plus petits. Mais donc, vous comprenez déjà immédiatement que pour l'alimentation, il y a tout un tas d'aliments, quand ils ne sont pas finalement très préparés, que l'on n'est complètement incapable de digérer si on n'a pas cette communauté bactérienne. Parfait. Ensuite, il y a toutes les vitamines. Les vitamines sont, finalement, on utilise les déchets des bactéries comme des choses qui nous sont essentielles. La plupart de nos vitamines, la vitamine B par exemple, c'est un déchet bactérien. Et les bactéries, par contre, vont se nourrir de nos déchets. Donc, vous voyez qu'on a une communauté finalement de symbiose. On ne vit pas l'un sans l'autre. Alors, vous nous avez montré parfaitement tout à l'heure l'évolution en fonction de l'âge de l'individu, depuis sa naissance en passant à l'âge adulte. Une question, peut-on
modifier la nature de son microbiote à l'âge adulte? Oui, alors on peut le modifier de différentes façons. On peut le modifier passivement, par exemple, en prenant des antibiotiques, et les prises d'antibiotiques répétées sont à l'origine de modifications profondes du microbiote, et le microbiote met un temps important à se reconstituer, et on peut perdre, à la faveur d'un traitement antibiotique, une partie de la diversité du microbiote. Alors ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est bien sûr l'alimentation. Et en fonction de son alimentation, on peut modifier de façon profonde et durable le microbiote. Hein, maintenant, c'est parfaitement démontré. Il y a vraiment énormément d'études qui vont dans le même sens. Et schématiquement, la diversification de l'alimentation introduit une diversification du microbiote. Parfait. Alors, la question vient là, me semble-t-il, tout à fait intéressante, qui est par rapport au séquençage du génome dont vous avez parlé, de voir quelle peut être la part d'un côté d'un problème génétique du microbiote qui pourrait amener des maladies auto-immunes comme la polyarthrite ou d'autres maladies. Donc, cette part qui vient de l'aspect génétique versus un autre aspect qui peut être lié au mode de vie, à l'alimentation et à l'ensemble des facteurs que vous avez décrits tout à l'heure. Alors là aussi, on anticipe un tout petit peu sur la suite du diaporama, mais ça n'a aucune importance. Si vous voulez, ce qui est toujours tentant, quand on parle de microbes, on se dit, ah ben voilà, avant j'étais pas malade, maintenant je suis malade, c'est qu'il y a quelque chose de nouveau qui est apparu et il est tentant d'aller incriminer un microbe. Et j'ai été autant coupable que d'autres, hein, parce qu'on a cherché à une époque, on a traqué la bactérie potentiellement responsable de la polyarthrite sur des prélèvements articulaires. Pendant des années, c'est ce qui m'a amené à m'intéresser à ce type de sujet, et on n'a jamais rien trouvé. Et ça a été fait de la même façon dans la maladie de Crohn, dans une maladie inflammatoire de l'intestin, et on n'a jamais trouvé de bactéries en plus, et en fait, à chaque fois, on trouve des bactéries en moins. Et si vous voulez, l'idée à l'heure actuelle, c'est de penser qu'il y a en fait probablement deux grands types de maladies. Il y a des maladies qui sont liées à la présence d'un germe pathogène particulier. Mais il y a beaucoup de maladies dites immunitaires ou auto-immunes, si vous voulez, ou inflammatoires d'une façon générale, qui sont liées à un déséquilibre de la flore qui régule la réaction inflammatoire et le système immunitaire. Et vous allez voir un petit peu plus loin dans le diaporama que l'éducation du système immunitaire est essentiellement le fait de la confrontation entre notre système de défense et les bactéries qui composent notre microbiote. Et que cette discussion permanente est nécessaire à l'équilibre de nos défenses. Et quand il y a un déséquilibre de la flore, il y a un déséquilibre de nos défenses et des maladies inflammatoires. Merci beaucoup. Nous avons, et c'est tout à fait naturel, beaucoup de questions qui viennent et qui ont trait à ce que vous allez développer dans quelques minutes. Donc, nous les prendrons tout à l'heure et nous allons poursuivre donc avec eh bien Gérard. Est-ce que tu veux que tu es revenu maintenant que tu es revenu avec nous poursuivre, voilà. Donc le microbiote, c'est une épreuve, mais les webconférences, ce sont des épreuves aussi sur le plan technique parfois. Voilà, donc je suis de retour. Donc je pense effectivement, on va passer au point suivant. À quoi sert le microbiote? Je pense qu'il doit servir effectivement à beaucoup de choses, que va donc nous expliquer le professeur. Et je pense que, enfin, brutalement, moi j'ai regardé un petit peu, mais ça va servir à digérer et puis faire une espèce de nettoyage sur l'ensemble des muqueuses. Enfin, je vous laisse quand même développer de façon plus précise mon point de vue. Voilà, alors si vous voulez, il y a effectivement deux fonctions essentielles qu'on imagine volontiers. C'est la fonction métabolique, la fonction alimentaire. Ça, c'est la première qui vient à l'esprit, qu'on a déjà partiellement évoquée. La deuxième fonction, c'est la fonction immunologique, c'est-à-dire la fonction de protection. Quand vous avez un intestin qui est complètement colonisé par des germes qui sont absolument pas nocifs, vous imaginez bien que la présence de ces germes en elle-même constitue un obstacle au développement d'un pathogène. Et donc, il y a une espèce de protection passive, ça c'est indiscutable, hein,
par le microbiote, par une compétition alimentaire tout simplement, qui fait qu'un pathogène potentiel, une salmonelle, on est très à la mode, les salmonelles en ce moment, a du mal à s'installer dans un microbiote bien constitué. Donc ça participe à la protection. Mais ça, vous allez voir qu'on va le développer, c'est plus finaux que ce que je viens de vous dire. Et puis il y a une fonction neurologique, alors ça c'est très nouveau, on commence à le montrer, on n'y reviendra pas, mais si vous voulez, c'est absolument incroyable, il y a énormément de terminaisons nerveuses dans l'intestin, et les cellules qu'on appelle entérochromaffines, c'est un gros mot, désolé, qui sont responsables, sont dans l'intestin responsables de la synthèse de certains neuromédiateurs, on se rend compte qu'elles sont complètement pilotées par le microbiote, et vous avez une substance qui est très connue comme la sérotonine, il y a également la dopamine, qui est fabriquée à près de 80% sous la commande de bactéries. Donc il y a un dialogue permanent entre le microbiote et notre cerveau, et manifestement, la composition du microbiote modifie l'humeur, modifie les réactions violentes par exemple, qui sont totalement modulées par la composition du microbiote. Et il y a certaines maladies psychiatriques, l'autisme par exemple, pour lesquelles on s'interroge énormément sur le lien avec des distorsions du microbiote intestinal. Mais ça, on n'y reviendra pas. Donc, cliché suivant, on va commencer par le métabolisme. Et le métabolisme, vous voyez, ça va reprendre ce qu'on a dit tout à l'heure, donc on va le faire très vite. Il y a des tas de produits. Si vous voulez, il y a certains acides aminés pour lesquels on n'a pas le code génétique, on ne sait pas les fabriquer. Il y a des acides gras, également des graisses qui nous sont nécessaires, qu'on ne sait pas fabriquer non plus. Il y a bon nombre de vitamines, on ne sait pas les faire. La vitamine K, par exemple, un certain nombre de vitamine B, comme je vous l'ai dit. Et tout ça, en fait, c'est les bactéries de notre tube digestif qui nous fournissent le combustible dont on a besoin. Et puis, il y a tous les sucres complexes, mais on l'a déjà dit. Nous, on sait finalement, on sait ingérer que du glucose à peu près, ou du fructose, donc des sucres extrêmement courts, extrêmement simples. La plupart des sucres longs qui sont trouvés dans des céréales, qui sont trouvés dans des légumes, si on n'avait pas les bactéries pour nous aider à les digérer, ils ne serviraient strictement à rien. Voilà, donc un rôle fondamental dans l'alimentation. Cliché suivant. Plus compliqué, voilà. Alors ça, c'est pour montrer que y a un lien énorme entre le microbiote et de vraies maladies, hein, qui sont par exemple l'obésité. On a pris vous voyez, là, deux souris qui manifestement n'ont pas le même embonpoint. Ces deux souris complètement jumelles normalement. Ces deux souris ont été élevées en ambiance totalement stérile. Donc, elles n'ont pas de microbiote. Et en fait, on va leur reconstituer un microbiote de la façon suivante. On prend des jumeaux humains, dont l'un est mince et l'autre est obèse. Et donc, la génétique des humains est la même. Leur microbiote, a priori, au départ, doit être assez similaire. Simplement, l'un a développé une obésité, pas l'autre. Et on va prendre les selles de ces deux humains, les réduire en des petites gélules dont on va nourrir les souris. Et donc, les souris vont se mettre à héberger l'une le microbiote d'un sujet mince, l'autre le microbiote d'un sujet obèse. Ensuite, on leur donne exactement la même ration alimentaire et vous voyez le résultat sur la diapositive. Le fait d'avoir un microbiote de sujet obèse vous rend obèse pour la même quantité d'alimentation. Alors, qu'est-ce qui différencie ces deux microbiotes? Eh bien, il y en a un qui est beaucoup plus pauvre que l'autre. Et le microbiote le plus pauvre, c'est le microbiote du sujet obèse. Voilà. Donc ça, c'est, vous voyez, un premier truc, il y a un lien étroit entre le diabète, l'obésité et l'alimentation. Alors justement, nous prenons un certain nombre de questions que je vais regrouper. Alors, l'une d'entre elles porte sur la manière de rééquilibrer ce microbiote dont on voit d'une façon ou d'une autre, il a été déséquilibré avec l'exemple que vous avez décrit. Et je grouperai cette question avec, si je puis dire, l'impact environnemental que pourrait avoir notamment le stress, mais aussi d'autres habitudes liées à notre mode de vie.
Oui, alors si vous voulez, tout ça, enfin, la question est parfaite. Si vous voulez, tout ça, ça joue sur le microbiote, c'est absolument certain. Le mode de vie, c'est certain. Les habitudes alimentaires, les repas ou très fractionnés, au contraire, de faire des gros repas, ça donne pas du tout ça modifie le microbiote indiscutablement. Une alimentation très carnée ou une alimentation au contraire très riche en fibres, ça modifie le microbiote. Et si on veut faire extrêmement simple, une nourriture très monocomposée, si vous voulez. Par exemple, la nourriture très carnée, on sait que ça prédispose à un certain nombre d'états pathologiques. C'est très connu pour le cancer du côlon. C'est connu également pour la maladie de Crohn, par exemple, une maladie inflammatoire du tube digestif, et ça va favoriser grossièrement des maladies inflammatoires. On pourrait imaginer à ce moment-là qu'on se débarrasse complètement de la viande, c'est à la mode, et on a une nourriture complètement végane. Et bien là, ça constitue un certain nombre de carences et on n'est absolument pas fait pour manger uniquement des pousses de bambou. Voilà. Donc, si vous voulez, la règle absolue, c'est grossièrement un régime pour enrichir le microbiote et avoir un microbiote très diversifié et très équilibré, c'est enrichir la diversité de l'alimentation, plutôt réduire un peu l'alimentation carnée, plutôt enrichir en poisson, tout ce qui va donner des acides gras très polyinsaturés, si vous voulez, et avoir une alimentation, encore une fois, variée. Voilà. Ça, c'est vraiment le principe de base. Alors, ça, on a l'impression que c'est un truisme, hein. Ça l'est en partie, mais peut-être que finalement, ce qui paraît très logique, ça l'est fondamentalement, quoi. Voilà. Donc, encore une fois, un régime diversifié et surtout éviter les régimes d'exclusion, ce qui a été longtemps discuté dans la polyarthrite, je pense notamment au régime sénialais, dont on est sûr qu'il constitue des états carentiels qui sont néfastes. D'accord. Ça amène à une question qui est de compléter le cas échéant par ce qu'on peut appeler, et c'est à la mode aussi, les probiotiques, etc., qui sont certains vendus en pharmacie, d'autres en libre service, etc. Au-delà de l'alimentation, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à cela, au-delà de cet équilibre que vous décrivez? Alors, je vais vous dire, c'est très simple, hein, c'est que ça fait à peine 10 ans qu'on travaille sur les microbiotes, que les techniques ne sont pas encore complètement au point, qu'il va y avoir des développements. Si vous me demandiez, est-ce que je crois qu'il y aura un jour des utilisations de probiotiques ou de prébiotiques, c'est-à-dire des condiments qui favorisent la prolifération de telle ou telle famille de bactéries, je suis persuadé qu'on intégrera ce type de stratégie à l'avenir dans la gestion de nos maladies. Pour l'instant, ce qui est fait n'a pas de fondement scientifique parfait. C'est trop mal connu pour qu'on utilise véritablement ça comme médication à l'heure actuelle. Par contre, si vous voulez, que les manipulations alimentaires, parce qu'en le disant tout à l'heure, je me suis dit, je suis certain que parmi nos auditeurs, il y a des gens qui ont lu ou qui ont essayé des régimes d'exclusion, des régimes très drastiques. Ce qui est terrible, c'est qu'on sait que ça marche. Il prévaudra à l'avenir à la manipulation du microbiote, c'est de faire des choses qui sont bien sûr compatibles avec le long terme et pas avec le très court terme. Très bien. Alors, nous n'allons pas anticiper sur les questions qui viennent de façon très intéressante sur l'impact des traitements, bien évidemment, puisque vous allez y venir dans quelques minutes. Et là, je repasse tout simplement la parole à Gérard. Alors, thème suivant, le microbiote et la polyarthrite rhumatique. Pour ça, je pense qu'il va y avoir beaucoup de personnes intéressées par ce thème-là. Et puis, probablement, évidemment, moi je suis pas médecin, j'ai pas fait de travaux de recherche, mais on peut imaginer un lien entre certaines bactéries et le système immunitaire, et puis quelque chose qui ne fonctionne pas. Je vous laisse développer. Voilà, alors avant de parler, il y a finalement, paradoxalement, hein, c'est des études qui sont compliquées, il y a très peu d'études qui sont publiées, donc j'en ai gardé 2 pour vous montrer. Voilà. Mais je vais faire une petite introduction avant. Schématiquement, pour comprendre ce que faisaient les bactéries sur le système immunitaire, on a utilisé des modèles particuliers, donc des animaux, des souris essentiellement ou des rats, qui sont élevés en ambiance complètement stérile, donc qui n'ont pas de bactéries dans le tube digestif, et on va introduire les bactéries une par une. Et on regarde ce qui se passe sur la réponse immunitaire. Et avec ce type d'étude, on a pu montrer qu'il y avait des bactéries qui induisaient
une immunotolérance, c'est-à-dire qui favorisait la mise en pause, si vous voulez, de la réponse immunitaire, donc des bactéries anti-inflammatoires, et à l'inverse, des bactéries qui stimulent la défense immunitaire et qui la stimulent très fortement et qui constituent donc des éléments pro-inflammatoires. Et il y a constamment un équilibre entre ces bactéries anti- et pro-inflammatoires. Alors ça, c'est absolument nécessaire avant de parler de ce que vous allez voir maintenant. Ce que vous allez voir maintenant, cette diapo, elle est un peu compliquée et elle vous montre simplement en fait, c'est par transfert de prélèvement de sel à des souris, on va étudier le microbiote ensuite. Mais si vous voulez, schématiquement, on a comparé des microbiotes, la composition de microbiotes de sujets ayant une polyarthrite récente ou moins récente, à des témoins sains, c'est-à-dire des sujets qui n'ont pas de polyarthrite. Et vous voyez les petits points orange ou les petits points bleus. Donc ça, c'est la distorsion que vous avez entre la composition et la richesse dans certaines bactéries que vous trouvez préférentiellement dans le tube digestif de sujets ayant une polyarthrite récente ou en bleu dans le tube digestif de sujets témoins ou ayant une polyarthrite ancienne. Vous voyez qu'il y a une famille de bactéries qu'on retrouve de façon très spécifiquement surreprésentée, en orange ici, et des prévotelles, on y reviendra, chez des gens ayant une polyarthrite récente. Alors pourquoi on ne les retrouve pas chez les polyarthrites anciennes? Probablement parce qu'elles sont traitées, et on y reviendra tout à l'heure, mais un des effets des traitements qu'on donne dans la polyarthrite, ça aussi ça a été une grosse surprise, c'est de moduler la flore et probablement de la rééquilibrer, peut-être pas suffisamment, mais en tout cas partiellement. Cliché suivant. Voilà, ça c'est l'étude de José Cher à New York. Et voilà, ça c'est ce qui vous montre ce que je vous laissais entendre tout à l'heure. Vous avez, si vous voulez, ici, vous voyez les petites cellules, c'est les cellules du tube digestif. Au-dessus, vous voyez la colonie bactérienne. En dessous, les cellules qui sont les cellules du système immunitaire. Et vous voyez qu'il y a des espèces de cellules perméables qui permettent à des fragments de bactéries de passer et d'aller voir les cellules du système immunitaire. Quand vous avez un équilibre entre les bactéries pro- et anti-inflammatoires, vous avez un équilibre du système immunitaire, des T régulateurs, donc ceux qui sont immunotolérants, et des T effecteurs, ceux qui sont immunocombatifs. Quand vous avez un excès de bactéries anti-inflammatoires, vous allez avoir finalement un excès de tolérance et vous pouvez développer une maladie. En fait, ce qui se passe en pratique courante et ce qu'on retrouve dans toutes les études, c'est que vous n'avez pas alors là, il y a une erreur dans le texte, une excuse, ça a été corrigé un peu brutalement. Vous n'avez pas un excès de bactéries pro-inflammatoires en pratique, vous avez un déficit de bactéries anti-inflammatoires. Et là, c'est quelque chose de très nouveau et ça rejoint ce que je évoquais tout à l'heure. La plupart des chercheurs, quand ils se sont engagés vers ce type de travaux, cherchaient une bactérie pathogène. La grosse surprise dans toutes les maladies inflammatoires, que ce soit les maladies respiratoires comme la mucoviscidose, l'asthme ou la maladie, la bronchite chronique, que ce soit les maladies du tube digestif comme la maladie de Crohn ou la polyarthrite, c'est que toutes les maladies inflammatoires sont caractérisées par un déficit de bactéries anti-inflammatoires. Alors vous me direz, mais qu'est-ce qu'ils foutent les scientifiques? Pourquoi ils ne font pas des probiotiques avec des bactéries anti-inflammatoires? C'est une voie de recherche et il y a des essais en cours. Cliché suivant. Alors voilà un deuxième travail qui est chinois cette fois-ci et qui a été fait chez des polyarthrites rhumatoïdes, un nombre de polyarthrites beaucoup plus important, puisque c'est plus de 200 malades, et on a comparé à des sujets sains, et vous voyez un trait de séparation entre deux populations bactériennes. Vous avez d'un côté, à droite, les bactéries qu'on trouve de façon beaucoup plus importante, qui sont enrichies finalement, en richesse relative, chez des malades ayant une polyarthrite rhumatoïde, et de l'autre côté, les bactéries qu'on retrouve plus fréquemment, donc enrichies, plus importantes en nombre, chez les sujets sains. Et en fait, ce qui est maintenant parfaitement démontré, c'est qu'il n'y a pas une plus grande richesse d'un côté que de l'autre. C'est la communauté est entière et normale chez des sujets sains, et qu'en fait, c'est la soustraction d'un certain nombre de bactéries chez les sujets malades qui fait ressortir, paradoxalement, une fausse richesse de bactéries pro-inflammatoires. Mais c'est par soustraction, encore une fois,
d'autres bactéries. Et ce qu'a montré très bien ce travail et qui est très spectaculaire, c'est qu'en fait, ce travail a été conduit chez des gens qui avaient une polyarthrite récente et qu'on a prélevé avant de débuter tout traitement. Et on a refait l'étude une fois que les malades étaient mis sous méthotrexate depuis plusieurs semaines. Et vous voyez la richesse de la biodiversité, si vous voulez, se reconstituer sous traitement et se reconstituer au prorata de la qualité de la réponse au méthotrexate. C'est-à-dire que les moins bons répondeurs au méthotrexate n'ont pas d'enrichissement de la colonisation bactérienne digestive et les très bons répondeurs ont quasiment une normalisation de la colonisation bactérienne. Donc, si vous voulez, le méthotrexate que l'on prend, ben, certes, il joue sur les cellules de l'immunité, mais peut-être qu'en fait, il joue encore bien plus sur les cellules du microbiote, et ça, c'est une vraie nouveauté. Cliché suivant. Alors, ce qui intéresse d'ailleurs beaucoup par rapport aux questions, effectivement, sont les perspectives. Les perspectives des traitements et bien évidemment de se poser la question de savoir comment comment dirais-je améliorer tout simplement les choses. Alors, on va le faire de différentes façons. D'abord, on va faire ce qu'on appelle une preuve de concept. Est-ce que modifier le microbiote permet de corriger une maladie inflammatoire? Alors, il y a deux modèles qui sont parfaitement connus. C'est les colites inflammatoires du sujet âgé qui sont liées à la prolifération d'un germe qui est normalement présent chez tout le monde, qu'on appelle Clostridium difficile, et des sujets âgés qui ont déjà un microbiote intestinal pauvre et qui va être encore appauvri, par exemple, par des antibiotiques qui sont donnés pour des bronchites à répétition. Ils font une espèce de colonisation complète à Clostridium, et le meilleur traitement qu'on ait à l'heure actuelle à notre disposition, c'est pas de remettre des antibiotiques, bien sûr, c'est en fait, alors ça va choquer tout le monde, mais ça fait rien, de prendre les selles, par exemple, du conjoint qui, lui, n'a pas la maladie, la colite, de les touiller avec du sérum physiologique pour en faire une purée de sel à peu près digeste, de mettre une canule par le nez qui descend dans le tube digestif du sujet malade et de lui instiller donc c'est ce qu'on appelle une greffe fécale, un transfert de microbiote fécal, et ça guérit les gens à 93%. Ce qui est énorme, 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 et ce que n'arrive absolument pas à faire les antibiotiques, et en plus de façon très stable, et avec un coût que vous imaginez quand même relativement réduit par rapport à des cures d'antibiotiques et une hospitalisation prolongée. Il y a une deuxième preuve, c'est dans la maladie de Crohn, où ça a été fait plusieurs fois, notamment chez des enfants, où on avait un tel état inflammatoire de la muqueuse digestive échappant à tout traitement que la question qui se posait, c'était celle de couper le tube digestif et de faire une colectomie. Et avant de faire une colectomie, on a essayé un transfert de greffe fécale, donc une greffe fécale, et à partir d'un frère ou sœur, par exemple, ou d'un sujet sain, autre. Et effectivement, on a des améliorations très spectaculaires de la maladie de Crohn, mais qui ne sont pas durables. C'est-à-dire que le microbiote, il se rétrécit et il reconstitue la pathologie en 4 à 6 mois à peu près. Donc, ce n'est pas stable, et ça, on ne comprend pas bien pourquoi. Alors, qu'est-ce qui est transposable dans la polyarthrite rhumatoïde ou les rhumatismes inflammatoires d'une façon générale? Eh bien, je crois que la base, encore une fois, c'est peut-être d'une façon préventive de comprendre que la richesse du microbiote et la diversité du microbiote, c'est essentiel, et donc d'avoir ces comportements alimentaires qu'on évoquait tout à l'heure vers une alimentation tout simplement riche et diversifiée, et peut-être un peu appauvrie en viande. Bon, pour un gros amateur de charcuterie comme moi, c'est un peu difficile. Mais soit. La deuxième chose, c'est est-ce qu'on pourra enrichir le microbiote de façon artificielle, entre guillemets. Et là, c'est une vraie, bien sûr, voie de recherche. Et pour l'instant, si vous voulez, tout ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a des études en cours, qu'il y a des travaux très préliminaires qui ont montré que certaines bactéries anti-inflammatoires, comme un germe que peut-être qu'un certain nombre d'entre vous ont entendu, certains d'entre vous ont entendu parler, qui est Bacteroides fragilis, il y a eu des essais qui montrent qu'il y a un effet sur la biologie, un effet sur la CRP, mais pour l'instant, ce n'est pas ultra convaincant au plan clinique. Et donc, c'est des grosses pistes d'investigation, mais pour l'instant, il faut laisser un peu les autres sonder le fond des océans, comme disaient Marius et César. Très bien. Mais indiscutablement, si vous voulez, j'ai l'habitude de dire, parce que enfin, je trouve ça rigolo, ce serait un traitement logique et même écologique. Voilà, et je suis persuadé qu'on va s'y diriger.
Très bien, très bien, très bien. Voilà. Alors, peut-être encore quelques dernières questions. Nous allons bientôt nous quitter. Elles ont trait effectivement à l'aspect de l'alimentation, des probiotiques, etc., dont on a vu que vous nous aviez éclairé sur leur utilité ou pas. Quelques cas qui concernent l'usage des antibiotiques chez des personnes atteintes de polyarthrite rhumatoïde, sujet qui revient à plusieurs reprises. A-t-on essayé les antibiotiques et qu'en est-il, c'est l'autre question, des produits laitiers? Voilà. Alors, oui, deux questions auxquelles je m'attendais un tout petit peu, pour ne rien vous cacher. Alors, l'utilité des antibiotiques. Alors, les antibiotiques, ça peut vous paraître complètement paradoxal, parce que tout ce que je viens de vous dire, c'est respecter votre microbiote. Cependant, quand il est déséquilibré, est-ce que les antibiotiques peuvent avoir un sens? Alors, il y a des antibiotiques qui ont été utilisés dans la polyarthrite, et de façon incroyable, avec un certain succès. C'est peu utilisé en France, mais vous avez par exemple en Amérique centrale, où il y avait des accès à certains médicaments qui étaient plus difficile. On a utilisé beaucoup, aux États-Unis aussi, pendant une période, on a utilisé beaucoup les cyclines, qui sont également utilisés dans l'acné, dans tout un tas de maladies inflammatoires cutanées, hein, et avec un certain succès. Et il y a des études avec les cyclines au long cours, où certains macrolides, donc des antibiotiques qu'on utilise par exemple pour les maladies respiratoires, les angines, qui donnent des résultats qui sont assez voisins de ce que donne le méthotrexate en monothérapie. Donc, ce n'est pas du tout un effet négligeable. Pour l'instant, on ne sait pas bien parce que c'est compliqué et ces antibiotiques ont aussi des actions anti-inflammatoires. Et donc, on ne sait pas bien différencier ce qui est lié à l'effet anti-inflammatoire et ce qui est lié à l'effet antimicrobien. Mais, si vous voulez, au long cours, ce n'est pas très logique de donner une antibiothérapie qui va sélectionner des résistances. Voilà. Donc, ce n'est probablement pas une voie d'avenir. Alors, maintenant, les produits laitiers. Les produits laitiers, indiscutablement, vous voyez, le lait, je vous ai dit tout à l'heure, le colostrum, il contient des bactéries qui vont coloniser le tube digestif et qui vont stimuler le système immunitaire. En fait, vous avez tous entendu parler des bifidus actifs qui étaient actifs dans le yaourt. Tout d'un coup, ils ont disparu de l'étiquette sur le yaourt. Alors, ils ont disparu de l'étiquette, mais pas du yaourt, hein. Et je vais vous expliquer pourquoi ils ont disparu. En fait, le bifidus, c'est un germe essentiel, c'est celui qui est contenu dans le colostrum, le lait des premiers jours. Et en fait, il faut absolument sécuriser l'enfant qui vient de naître par deux choses. L'enfant, en naissant, il perd du poids. Il va falloir l'aider à prendre du poids. Le bifidus, son premier rôle, c'est d'aider à prendre du poids. Donc, il fait grossir. Alors, depuis qu'on sait qu'il fait grossir, il a disparu des yaourts. Enfin, pas des yaourts, hein. Il a disparu de l'étiquette du yaourt. Et le deuxième truc, c'est qu'il sert à déclencher le système immunitaire, activer le système immunitaire du nouveau-né qui est complètement immature. Et on a parfaitement montré qu'une alimentation par lait artificiel sans bifidus ou une alimentation lactée naturelle avec du bifidus, on n'a pas du tout la même résistance, par exemple, au virus qui donne les diarrhées chez le nouveau-né. Et le système immunitaire est largement stimulé par le bifidus. Donc vous imaginez bien que quand vous êtes adulte et que vous buvez des grosses quantités de lait, vous amenez peut-être des bactéries qui stimulent vos défenses immunitaires, qui stimulent la réponse immunitaire, qui sont pro-inflammatoires. Alors, je ne vous déconseille pas les aliments lactés et le fromage. J'adore le fromage à titre personnel, et il fait partie de l'équilibre. Mais si vous avez remarqué qu'à chaque fois que vous prenez des aliments laitiers en excès, vous étiez mal foutu, vous avez des douleurs, des patraques intestinales, eh bien, réduisez. C'est le bon sens. Encore une fois, c'est le bon sens qui prévaut. Les bactéries contenues dans le lait sont fondamentalement faites pour des nouveau-nés, un peu moins pour des adultes. Merci beaucoup. Voici le moment de conclure et de vous remercier. Nous avons vécu quelques problèmes techniques qui ont été résolus en cours de réunion. Cela ne vous a pas empêché de poursuivre de manière tout à fait fluide et vraiment nous vous remercions non seulement pour le contenu mais également pour la manière dont vous avez partagé
ce contenu avec chacun des participants et aussi répondu aux questions. Donc un grand merci professeur Schaverbeek. Un grand merci Gérard également qui n'a pas forcément aussi pu être connecté tout le temps. Le mot de la conclusion, Gérard Thibault, Thierry Schaverbeek. Donc Gérard. Tout d'abord, oui, un grand merci à Thierry qui nous a permis d'avoir une webconférence de très bonne qualité. Je pense qu'on ne regardera pas notre assiette de la même façon ce soir quand on va se mettre à table. Et on ne regardera même pas non plus, on ne traitera pas de la même façon notre intestin. Ça, c'est clair. Voilà. Juste un point, parce que j'ai vu des questions qui sont passées concernant le calendrier de l'Andar que j'ai traité au départ. Des questions ont été posées, savoir comment se procurer ce calendrier. Donc, c'est tout simplement, vous allez sur le site de l'Andar et donc vous pouvez le commander sans aucun souci. Ce calendrier traite donc de l'année 2018. J'en profite pour renouveler à nouveau tous mes meilleurs vœux, une très bonne santé, dont certains ont besoin, peut-être un peu plus que d'autres. Voilà, donc un grand merci à tout le monde. Et puis je rappelle que maintenant, donc tous les mois, l'Andar va appliquer donc le programme des webconférences. La prochaine étant sur les biosimilaires, donc avec René Marc Picot. Je peux vous assurer que l'Andar, je suis convaincu, on n'a pas fini d'en entendre parler. Ça, c'est sûr. Voilà. Bonne soirée à tous. Merci le mot de la fin pour le professeur Thierry Schaverbeek. Et les félicitations arrivent à flot. Hein. Merci au professeur, à l'équipe, merci à vous, très intéressant, super intéressant. Merci à vous, passionnant même, c'était très intéressant. Enfin bref, la liste est très longue, donc félicitations. Le mot de la fin, professeur Thierry Schaverbeek. Oui, alors je dirais deux mots. Alors vous avez mis une affiche typiquement pasteurienne, le microbe c'est l'ennemi. Non, le microbe n'est plus l'ennemi, très clairement. Maintenant, le microbiote fait indiscutablement partie des interventions thérapeutiques possibles et c'est vraiment un sujet très porteur, un sujet d'avenir dont vous réentendrez parler, j'en suis absolument certain. L'autre chose, c'est encore une fois merci à Landar et à son dynamisme, parce que je crois que ces outils de communication, si vous voulez, entre on est extrêmement meurtris par des mauvais discours faussement scientifiques qui peuvent circuler. Ces tribunes sont une occasion exceptionnelle d'avoir une proximité avec les patients et avec leurs familles. Et je crois que c'est un vrai gros succès. Et on doit vous remercier très chaleureusement d'organiser ces réunions. Merci Gérard. Oui, merci encore. Et le mot de la fin, on se sent moins seul, nous dit Catherine. Et c'est un encouragement à toutes ces démarches innovantes de Landar, à ces webconférences, au MOOC et à toutes les actions au quotidien qui sont à l'initiative de Gérard et toutes les équipes. Bravo et merci à tous. Bon appétit, dirais-je, comme mot de la fin, avec eh bien, manger de tout, si je puis dire. Voilà. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.